Michel Ledon, je suis actuellement doctorante en histoire environnementale à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis dans les Hauts-de-France, et également membre du groupe d'histoire des zones humides. Donc, il sera ici question des usages, des transformations et des enjeux des zones humides de la vallée du Haut-Escaut, donc à travers une étude géohistorique du passé au présent. Les zones humides contemporaines s'inscrivent dans un territoire qui s'est construit sur la longue durée, donc qui est le fruit des différentes interrelations entre les sociétés et leur environnement au cours du temps. Et évoquer la question des usages et du contexte territorial renvoie également à l'histoire, aux activités anthropiques, passées et actuelles, avec une épaisseur temporelle à prendre en compte donc, pour la compréhension et la gestion actuelle de ces zones humides. Donc, cette compréhension est permise par l'étude géohistorique donc, qui vise à la reconstitution des trajectoires paysagères et territoriales donc, à travers l'étude de l'évolution des usages, des pratiques, des différents aménagements qui ont pris place dans ces lieux d'eau, avec une étude des métamorphoses morphologiques et fonctionnelles de l'époque médiévale, notamment l'époque contemporaine. Donc avec pour terrain d'étude, je vous disais, la vallée du Haut-Escaut, qui est un territoire historiquement marqué par la présence de zones humides. Donc ici, pour vous replacer le secteur, donc la section du Haut-Escaut est celle qui court des sources de l'Escaut en Picardie jusque Gand en Belgique. Et ici, il sera plus particulièrement question du secteur du Valenciennois, donc entre Valenciennes et le pays de Condé, qui est un secteur marqué, là aussi historiquement, par la présence de zones humides. Donc, vous voyez ici la carte d'état-major qui représente la plaine humide de l'Escaut, donc entre Valenciennes et Condé. Donc, je vous le disais, du Moyen-Âge à la période contemporaine, on a eu une multiplicité d'usages anciens qui ont pris place dans cette vallée du Haut-Escaut, donc avec à la fois des activités agro-pastorales, l'exploitation de fourrage, la plantation de bois, notamment dès la fin du Moyen-Âge, les peupliers, on en parlait tout à l'heure, le maraîchage dans les zones humides périurbaines, le rouissage du lin dans les marais ou encore l'extraction de tourbe qui est fortement marquée dans le secteur de la vallée de l'Escaut. Donc c'est des différents usages qui finalement montrent que les zones humides ont constitué de longtemps des espaces productifs aux ressources diversifiées où l'homme est omniprésent, donc ce qui permet un peu de contrecarrer l'image qui est beaucoup collée aux zones humides donc en tant qu'espace inculte, insalubre, où finalement on n'avait pas beaucoup d'usage. Ou alors qu'au contraire, on voit qu'on a une multifonctionnalité des activités, des usages, avec également donc, la pêche, la chasse, la pisciculture, la meunerie, les activités de navigation et de blanchissage qui prennent place sur les cours d'eau et dans la plaine humide et qui vont contribuer à façonner le paysage avec une cohabitation de ces différents usages parfois sur un même espace, donc avec la présence à la fois d'herbage, de plantation de peupliers auprès par exemple d'espaces piscicoles. Donc vous voyez ici une petite gravure de ces différents usages dans la région de Crépin, près de Condé. Donc, ce sont des espaces qui finalement par ces différents usages vont être rapidement divisés, donc avec des zones humides qui sont divisées en parcelles et mises en location en fait aux cultivateurs, là par exemple ici dans la banlieue de Condé, où finalement on a rapidement, là aussi dès le Moyen-Âge, mais parfois dans des périodes beaucoup plus anciennes, par exemple dès la fin de la préhistoire, finalement dès qu'on a une mise en culture des terres et de l'élevage, avec donc l'aménagement des zones humides, mais également parfois la création de nouvelles zones humides, donc avec par exemple les chapelets d'étangs, de viviers qui se sont développés donc, pour l'activité piscicole. Et ici on voit par exemple plusieurs viviers dans la région de Condé-sur-l'Escaut, notamment ici vous voyez 4 viviers sur la droite dans la région de Mâcon, pour la pisciculture mais également pour l'élevage des oiseaux d'eau. Là ici vous avez l'exemple d'une canarderie qui a été aménagée dans les années 1640 près de Condé-sur-l'Escaut, où on voit à la fois que l'aménagement, donc c'est une vue qui est assez rigolote, hein, où on voit à la fois l'aménagement de l'étang avec différents systèmes de canaux pour à la fois alimenter l'étang ou le vider
en cas de besoin, et également les pratiques donc, pour collecter les oiseaux d'eau qui sont élevés et ensuite vendus avec des espèces de berceaux en osier donc, pour attirer les oiseaux. Parmi les différents usages, donc quelque chose qui est propre et caractéristique de la vallée de l'Escaut, c'est l'utilisation des zones humides à des fins défensives, donc avec les inondations militaires qui ont été déployées sur le pourtour des différentes places fortes le long de l'Escaut. Donc il ne faut pas oublier qu'on est sur une zone de frontière, donc on a eu beaucoup de sièges entre le XVIe et XIXe siècle. Où là on voit par exemple les marais qui servent sinon pour protéger la place forte de Condé sur l'Escaut, ou ici l'inondation faite de part et d'autre de l'Escaut à Valenciennes dans le cadre du siège de 1756 et ensuite en 1777 lorsque les différentes villes sont rattachées à la France, où on voit, si vous vous rappelez la carte d'état-major, que finalement ça correspond à la plaine inondable, donc la plaine humide de l'Escaut. Donc les différents usages qui se déploient avec par-dessus lesquels se plaquent ces différentes inondations rend finalement une gestion des crues indispensable, donc avec des inondations récurrentes de la fin du Moyen-Âge au XIXe siècle dans la prairie humide, donc qui contribuent à plusieurs reprises à mettre à mal les activités agropastorales notamment qui sont développées dans la plaine humide, et avec des vagues d'inondation qui entraînent une forte vulnérabilité des riverains. Donc on a des assèchements donc très anciens, pour certains qui datent du néolithique, donc de la fin de la préhistoire, et ensuite différentes campagnes d'assèchement. Donc on a des premiers travaux de drainage dès le Moyen-Âge, par exemple, par les communautés religieuses, mais pas seulement, également par les autorités seigneuriales, comtales, urbaines et les communautés locales qui drainent leur terrain, et ensuite différentes campagnes d'assèchement des marais entre le XVIIe et XIXe siècle. Donc, je vous ai mis la chronologie de ces assèchements en dessous, et qui se matérialisent dans le paysage par le développement d'un intense réseau de canaux et de fossés de drainage qui va littéralement strier en fait, le paysage des zones humides. Donc là, ici, par exemple, on a un plan des marais de Bourlin, où on voit les différentes parcelles qui sont délimitées par ces réseaux de canaux et de fossés, qui finalement sont connectés à un fossé principal qui se jette dans le cours de l'Escaut. Ici, les marais Lecomte, un peu plus loin, un peu plus en aval de Valenciennes, à Bruay, où là aussi on voit ces réseaux de canaux. Et c'est particulièrement marqué dans la région de Condé sur l'Escaut, où voilà, on a un paysage littéralement quadrillé par le réseau de drainage. Pour ce qui est des transformations à la période industrielle, donc l'industrialisation a poursuivi ce mouvement de régression et d'assèchement des zones humides, donc avec à la fois la poursuite des travaux d'assèchement dans le cadre des syndicats d'assèchement, par exemple des vallées de la Haine et de l'Escaut, les assèchements mécaniques donc à l'aide de pompes, les travaux de canalisation, donc les redressements des différents méandres de l'Escaut qui contribuent là aussi à réduire les zones humides, les différents établissements industriels qui prennent place de part et d'autre des rives. Ensuite, un peu plus tardivement, la périurbanisation et l'arboriculture intensive qui a participé, notamment dans le secteur de Vic, près de Condé, à la réduction des zones humides. Donc avec une perte de fonctionnalité dans le sens usage et activité anciennes. Donc une partie de ces usages anciens, par exemple tels que les moulins ou les viviers, ont disparu au cours des 19e et 20e siècles, ce qui a entraîné une déconnexion partielle de la population à ces zones humides suite à la perte d'activité et d'ancrage finalement dans ces zones. Donc là voilà par exemple vous avez le secteur de Bruay-sur-l'Escaut, donc le bassin valenciennois, c'est un des cœurs de l'industrialisation de la vallée, donc avec les mines et la centrale thermique de Bruay, ou encore les établissements Usinor à Valenciennes, donc qui prennent place sur les bords du canal de l'Escaut, à l'emplacement sur certains secteurs de certaines d'anciennes zones humides. Avec des prisons industrielles, donc là ici par exemple on a une usine qui demande une prise d'eau dans les marais de tri, donc pour pomper une partie des eaux et ensuite les eaux usées qui sont rejetées dans ces mêmes marais. Donc, pour ce qui est des usages d'aujourd'hui, donc on a, suite à l'activité minière et militaire, la création d'étangs d'affaissement minier, donc où
les anciens usages tels que la chasse ou la pêche ont changé de forme et se sont ancrés dans ces nouvelles zones humides. Également le développement d'activités nautiques ou d'écotourisme et surtout bien sûr des mesures liées à la protection de la biodiversité et les mesures de valorisation qui font partie aussi de ces usages actuels. Et finalement des activités militaires, minières, agropastorales qui ont donné lieu à une nouvelle biodiversité qui est issue de ces activités anthropiques. Donc par exemple en amont à l'ancienne, vous avez le secteur des marais de Bourlin qui a donné lieu à l'étang du Vignoble, donc un ancien étang d'extraction qui a conduit au développement de la zone humide progressivement au cours du XXe siècle et après les années 50. Ensuite, l'étang d'affaissement minier de Chabot-la-Tour, qu'on est sur l'ESCO, où on voit les différents étangs finalement d'affaissement et également une partie des réseaux de canaux de drainage qui est encore présente dans le paysage, et également le secteur de la canarderie ici, donc que je vous montrais tout à l'heure, avec une partie du bassin de la canarderie qui existe encore. Intégrer aux réflexions actuelles, la géohistoire peut constituer un outil riche pour les gestionnaires, donc en prenant en compte les temporalités longues de la transformation de ces zones humides, pour fournir justement une meilleure compréhension de l'histoire de ces zones humides sur la longue durée, donc pour comprendre leur forme actuelle et surtout les appréhender en tant que paysages hérités. Et par là, mieux cerner les enjeux de gestion liés à ces zones humides, donc par exemple l'impact de certaines pratiques sur l'espace, la question du désaménagement par exemple d'infrastructures hydrauliques ou au contraire de la remise en place du drainage ou d'autres activités. La géohistoire, donc l'étude sur le temps long de ces zones humides, peut avoir un intérêt dans les processus de classement, donc de valorisation du patrimoine culturel et naturel, tel que dans les labellisations Ramsar ou pour les différents périmètres d'intérêt patrimonial, et également pour favoriser le rattachement culturel de la population à ces zones humides. Donc là, on remarque de plus en plus récemment que les gestionnaires sont de plus en plus attentifs à intégrer ces données historiques dans leurs réflexions. Et justement, dans le cadre de la vallée de l'Escaut, la volonté de croiser les données anciennes et actuelles a donné lieu à une convention de collaboration entre l'Université de Valenciennes, donc le CALIST, autour d'abord de mon projet de recherche, et ensuite ce sera étendu par la suite, donc, et l'équipe du parc de l'autre, avec un travail interdisciplinaire donc, qui associe à la fois les chercheurs en sciences humaines de l'université et l'équipe du parc, donc, autour des différents pôles du parc. La géohistoire pour le territoire et pour le PNR Scarpesco, ça peut avoir plusieurs apports, notamment dans l'alimentation du dossier de candidature au label Ramsar, donc, qui est en train d'être constitué, qui comporte un volet important portant sur les valeurs culturelles et sociales des zones humides, donc avec notamment la création d'un groupe de travail sur l'histoire et le patrimoine lié aux zones humides, donc, qui a été fait par l'équipe du parc, qui est ici, et justement où l'étude géohistorique peut fournir une meilleure compréhension de l'évolution des zones humides du secteur, et peut également, en dehors de la candidature Ramsar, on peut avoir plusieurs apports, notamment dans le cadre des missions du parc, donc que ce soit par exemple la mission d'éducation au territoire, de sensibilisation de la population aux zones humides, comme le volet de valorisation pour le thème du territoire de zones humides par exemple, ou encore le développement d'outils scientifiques, pédagogiques. Par exemple, l'un des intérêts, ce serait d'élaborer une carte interactive, donc avec l'évolution des différentes zones humides de la vallée, et avec les différentes phases finalement de transformation pour amener au territoire actuel, et également pour réfléchir au futur possible et mieux cerner les enjeux futurs. Donc finalement, l'étude géohistorique des zones humides de la vallée de l'Escaut participe à la reconnaissance de la valeur culturelle des paysages, et s'articule justement à la mise en valeur de la biodiversité du secteur, à une meilleure compréhension des dynamiques contemporaines et des enjeux de gestion, et elle a aussi à favoriser une réappropriation du territoire par la population en faisant cohabiter les différents usages. Donc, si on regarde suite aux réaménagements successifs et aux différents usages, on a un territoire qui a été considérablement façonné au cours du temps, donc avec des usages anciens qui ont laissé une empreinte durable sur le territoire,
avec finalement la création de zones humides qui sont des systèmes hybrides, qui donne lieu à ce qu'on appelle dans le jargon la création d'une seconde nature, donc d'une nature anthropisée, et qui fait finalement la diversité culturelle et naturelle de ces zones humides, et qui donne lieu, comme on a vu par exemple pour les envahissements miniers, au développement d'une nouvelle biodiversité qui est en partie héritée de ces activités humaines. Donc avec ce qu'on appelle des anthroposystèmes ou des systèmes hydrosociaux, donc, qui sont vraiment le fruit de l'interaction société-environnement. Donc qui sont justement à préserver et à valoriser. Et l'exemple de la vallée de l'Escaut montre vraiment l'intérêt d'intégrer l'histoire dans les réflexions des gestionnaires pour justement vraiment mieux comprendre les états actuels, les paysages hérités, pour là aussi avoir des bases de perspectives pour le futur à intégrer dans les réflexions. Donc, je vous montre pour terminer une vue de l'étang de Chabot-la-Tour que j'ai eu l'occasion de prendre cet été, donc à tourner sur l'Escaut. Et je vous remercie chaleureusement de votre attention. Oui, donc une question, j'ai bien noté l'intérêt en fait, de toute cette approche pour améliorer la compréhension du fonctionnement des zones humides, du milieu. Mais je me demande dans quelle mesure ces nouvelles approches ne peuvent pas apporter parfois des informations un peu contradictoires ou avec d'autres enjeux. Enfin, pour illustrer ma question, vous avez parlé de patrimoine hydraulique. On a vu hier avec l'exemple du marais de Brel dans l'Oise de renaturation de cours d'eau. Quelque part, là, on a détruit un patrimoine hydraulique qui était ce drain au milieu du marais. Ça peut sembler comme ça, de prime abord, un peu opposé. Donc, est-ce que parfois, ça ne peut pas conduire à ce genre un peu de nouveaux choix à formuler Après, je pense que c'est au cœur des débats, donc j'ai eu l'occasion d'en discuter, parce qu'à la fois, il y a des lois actuelles que les rivières classées soient désaménagées, en quelque sorte qu'on enlève certains ouvrages, mais en même temps, ces ouvrages ont été intégrés finalement au fonctionnement de ces hydrosystèmes qui sont là parfois depuis plusieurs centaines d'années. Donc par exemple, j'avais eu écho de l'enlèvement d'un vanage, là c'est beaucoup plus haut dans la vallée de l'Escaut, mais autour de Proville, où si on enlevait un vanage, on voulait retirer les écluses qui sont là depuis 400-500 ans. Est-ce que finalement ça risquait pas de ça désengorger la partie amont avant l'écluse, mais est-ce que ça risquait pas de provoquer des inondations en aval? Aussi, il y a un fort attachement de la population à ce vanage-là, au moulin juste à côté qui a été restaurant d'habitation, etc. Donc est-ce que, à certains endroits, oui, en effet, on va être amené à désaménager, mais est-ce que parfois, étant donné que ces aménagements ont été intégrés au fonctionnement des hydrosystèmes, est-ce que il n'y a pas justement de réflexion à avoir à les garder, mais ça après c'est pas à moi de le faire, on va dire que c'est justement aux acteurs, aux équipes des parcs, aux sages, etc. qui sont amenés à avoir ces réflexions. Par exemple, j'ai discuté avec une personne du sage ESCO qui justement disait on enlève toutes les écluses, on donne libre cours à la rivière, mais si on a mis des écluses c'est parce qu'historiquement il y avait des inondations récurrentes et il y a eu une régulation par système d'écluses qui en même temps, aussi il y a une contradiction avec parfois la biodiversité, le passage des poissons, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme compromis ou comme autre type d'aménagement, ou remettre, là finalement ce sont des écluses en friche, est-ce que finalement ça vaut pas le coup de remettre peut-être un vanage qui est contrôlé avec une passe, avec une partie des vannes qui laissent passage, de trouver peut-être un compromis entre les deux, mais justement l'histoire elle peut être riche d'enseignements pour savoir si on enlève tel aménagement, si par exemple on a un non-entretien des systèmes de drainage, c'était souvent le cas auparavant, les réseaux de drainage n'étaient pas entretenus, se comblaient, et finalement on avait des inondations récurrentes et qui étaient encore pires que ce qu'on avait fait à la base, parce que justement on avait enlevé ces systèmes de drainage complètement. Donc voilà, ça fait partie des réflexions, et l'histoire est là à apporter justement une réflexion et un point de vue sur ces questions-là. Une autre question? Oui. François, CBN Bayonne. Je sais, là on nous a présenté surtout l'histoire de l'occupation du sol. Est-ce qu'il y a un volet aussi histoire des usages, notamment agricoles? Par exemple, la balance entre la fonte, le culturage, l'exploitation du foin, des joncs, etc. Est-ce que vous avez, si oui, est-ce que vous avez pu aller très loin dans le détail? Par exemple, on a un détail justement des différentes parcelles qui sont louées dans les marais, donc qui sont divisées avec un impôt commun, par exemple, une gestion commune qui est centralisée dans une assiette pour entretenir, faire les différents travaux. Et on a le détail de certaines parcelles où justement celles qui servent en prairie de fauche, celles qui servent pour le fourrage, pour le package des bêtes, une partie qui est mise en culture donc ponctuellement, et on a le détail à telle période on a tel et tel état
mais après on n'a pas vraiment par exemple le détail de toutes les essences ou par exemple de la faune. Par exemple, je vous montrais l'exemple de la canarderie, là c'est un exemple rare qui permet de connaître la faune qu'on avait. Pour les viviers, on a une très bonne connaissance de la végétation qu'il y avait autour et des poissons qui étaient élevés dans ces zones. Et ensuite voilà, pour les activités agro-pastorales, pour la sylviculture également, on a les différentes essences et sur leur temps d'existence sur certaines périodes et ensuite leur disparition progressive. Et ensuite, on ne peut pas vraiment aller vraiment dans le détail complètement, d'avoir tout le détail au niveau biodiversité, etc. Déjà, c'est pas présent dans les sources parce que c'était pas dans les préoccupations du moment, parce qu'on a une vision utilitaire en disant on plante du bois pour exploiter et on dit ce qu'on en fait. Mais là, c'est plus une réflexion autour des trajectoires paysagères et de l'évolution morphologique et fonctionnelle de ces zones humides. Mais on arrive à avoir une idée, on va dire, dans les grandes lignes de l'occupation du sol, des activités, de leur évolution, de leur phase d'abandon, etc. Et est-ce que du coup, sur ces aspects-là, vous prévoyez de croiser avec des catalogues floristiques anciens, même si ça ne permet peut-être pas de remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais pour des localités citées pour certaines espèces, ça peut peut-être donner un éclairage sur l'état des milieux. Là, ce sera par exemple, on va voir dans le cadre de notre travail commun avec le PNR Scarpesco de voir dans tel espace, par exemple, tel vivier ou étang ou telle zone, on avait telle et telle essence, ou telle et telle espèce de poissons élevés ou tel et tel grain qui était de comparer avec les situations actuelles pour voir justement quelles étaient historiquement les espèces, les essences, les types de céréales et les confronter avec l'actuel pour voir justement l'évolution. Mais oui, ce sera une idée intéressante de confronter puis ensuite de reconstituer un peu tout ça.